Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 95% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Si vous aimez ces histoires, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là, d'ailleurs. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. La route 79, la nuit, n'a jamais été ce qu'on pourrait appeler accueillante. Mais après 23 ans au volant, j'avais appris à apprécier le silence, le ronronnement du moteur, la façon dont les lignes blanches m'attiraient vers l'avant à travers l'obscurité, comme un fil que je suivais pour rentrer chez moi. On finit par connaître les aires de repos où le café est décent, les stations-service qui sont strictes sur les registres, et les tronçons d'autoroute si l'on sent pompe à essence qu'il vaut mieux faire le plein quand on le peut. Mais cette nuit-là, début mars, la route a cessé d'avoir un sens. Je transportais des marchandises réfrigérées depuis Omaha, direction sud-est vers Kansas City, avec une cargaison de volailles surgelées. Rien de glamour, mais un travail régulier et bien payé. La météo annonçait des orages toute la semaine. Un de ces systèmes printaniers précoces qui arrivent vite et avec violence, tout en vent et en éclairs, avec à peine une goutte de pluie pour justifier leur présence. J'avais conduit sous pire. J'avais même traversé des blizzards dans le Montana, où on ne voyait pas à 10 pieds devant le capot, où la route disparaissait sous la neige et où il fallait faire confiance à ses rétroviseurs et prier pour que le gars derrière soi fasse attention. Un peu de tonnerre ne m'effrayait pas. Mais il y a une différence entre le mauvais temps et quelque chose qui ne va pas. Et quand j'ai traversé le Missouri, le ciel avait cette apparence, lourd, meurtri, comme s'il retenait son souffle. Le radio CB avait crépité de conversations plus tôt dans la soirée, des routiers échangeant des avertissements sur les vents violents et les branches tombées près de la frontière de l'État. Mais plus j'avançais, plus les voix se faisaient rares. Une à une, elles se sont éteintes ou se sont perdues dans les parasites, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que moi et le sifflement bas de l'air mort. J'ai essayé de changer de canal, de balayer les fréquences habituelles, mais tout ce que j'ai obtenu, c'était ce bourdonnement vide, celui qui vous donne l'impression d'être la dernière personne éveillée au monde. Mon téléphone avait encore du réseau, 2 bars, assez pour consulter le radar météo si nécessaire. Mais je ne me suis pas donné cette peine. Je l'avais vérifié toute la journée, et l'histoire était toujours la même, des orages en approche, du vent violent, de la grêle possible. Rien que je n'ai déjà géré. Le premier signe étrange est arrivé vers 22h30. J'étais à environ 65 km d'une aire de repos que j'avais repérée sur ma carte. Un petit arrêt avec des toilettes et des distributeurs automatiques. Rien de luxueux, mais assez propre et généralement vide à cette heure-ci. J'avais prévu d'y faire une pause rapide, de m'étirer les jambes, peut-être de réchauffer une soupe sur le réchaud du tableau de bord. La route était sombre. Vraiment sombre. Le genre d'obscurité où vos phares semblent être la seule chose qui empêche le monde de vous engloutir tout entier. Pas de réverbère ici, pas de maison, juste des champs qui s'étendent dans le néant des deux côtés. Et puis, sans avertissement, mes phares se sont atténués. Pas éteints, juste affaiblis, comme si quelqu'un avait baissé un interrupteur. Les lumières du tableau de bord ont clignoté une fois, 2 fois, puis se sont stabilisées. J'ai froncé les sourcils, tapoté le tableau de bord, vérifié la lecture de l'alternateur. Tout semblait normal. La batterie était bonne. La tension était stable. Peut-être un simple hoquet, une fluctuation de courant, quelque chose dans le système électrique qui s'adaptait à la charge. Cela arrivait parfois, surtout dans les vieux camions, bien que le mien ne soit pas si vieux. J'ai noté mentalement de le faire vérifier à mon retour au dépôt, mais je n'y ai pas pensé plus que ça. Puis la radio s'est éteinte complètement. Pas de parasites, pas de fond sonore, juste le silence. Un vide absolu, comme si quelqu'un avait débranché la prise. J'ai tendu la main et tourné le bouton. J'ai fait défiler tous les canaux, mais il n'y avait rien. Pas même le bruit de fond habituel, ce sifflement blanc qu'on entend entre les stations. Juste un silence creux et vide. Cela m'a dérangé plus que les lumières. Le CB est une bouée de sauvetage ici, surtout sur les longs trajets à travers la campagne déserte. C'est comme ça qu'on apprend les accidents devant soi, les fermetures de route, les radars, le temps qui tourne mal. Sans lui, on est aveugle. J'ai essayé mon téléphone ensuite, pensant que je pourrais peut-être consulter une application de trafic ou appeler le dispatch, mais quand j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, le signal avait disparu. Aucune barre, aucun service,
juste une icône vide là où le réseau aurait dû être. J'ai garé le camion sur le bas-côté, mis le véhicule au point mort et je suis descendu pour jeter un coup d'œil autour de moi. Le vent m'a frappé comme un mur, froid et tranchant, portant l'odeur de la pluie, bien que le ciel soit encore sec. Je pouvais voir des éclairs au loin, des éclats pâles à l'horizon, trop loin pour entendre le tonnerre, mais assez proche pour que l'air semble électrique. L'autoroute s'étendait dans les deux directions, vide, pas une seule paire de phares en vue. Ce n'était pas inhabituel pour ce tronçon, surtout tard dans la nuit, mais combiné à tout le reste, la radio morte, le signal perdu, les lumières qui s'affaiblissaient, cela semblait plus lourd que cela n'aurait dû l'être. J'ai fait le tour du camion, vérifié les connexions de la remorque, m'assurer que l'unité de réfrigération fonctionnait toujours. Tout semblait en ordre. Le moteur ronronnait, la température du liquide de refroidissement était stable, les pneus étaient bons. Il n'y avait aucune raison pour que quelque chose aille mal. Et pourtant, tout semblait décalé, comme si l'air lui-même retenait quelque chose. Je suis remonté dans la cabine, j'ai verrouillé les portes par habitude et je me suis assis là une minute, à écouter. Le vent faisait trembler les rétroviseurs, faisait légèrement osciller tout le camion sur sa suspension. Je pouvais entendre l'unité de réfrigération bourdonner derrière moi, un ronronnement mécanique bas qui était étrangement rassurant dans sa régularité. Mais au-delà de cela, il n'y avait rien. Pas de trafic lointain, pas de bruit d'animaux, pas de bruissement de feuilles ou de craquement de branches. Juste le vent, le silence et un léger bourdonnement électrique de l'orage qui approchait. J'ai remis le camion en marche et je me suis engagé sur l'autoroute, me disant que je suranalysais, que j'étais sur la route depuis trop longtemps et que mes nerfs me jouaient des tours. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation que quelque chose avait changé, que j'avais franchi une ligne invisible, et que le monde de l'autre côté n'était plus tout à fait le même que celui que j'avais quitté. L'air de repos est apparu plus vite que je ne l'avais prévu. Un petit panneau bleu reflétant mes phares, et j'ai pris la sortie sans hésiter. J'avais besoin de me ressaisir, de vérifier mon téléphone à nouveau, peut-être de voir si un autre routier s'était arrêté et pouvait me dire s'il avait les mêmes problèmes. La bretelle descendait et contournait un bosquet d'arbres qui semblait squelettique dans l'obscurité, leurs branches tordues comme des doigts contre le ciel. Le parking est apparu, éclairé par une poignée de hauts réverbères au sodium qui donnait à tout une lueur jaune maladive. Il n'y avait pas d'autres camions, pas de voitures, pas de camping-car, juste du bitume vide devant le petit bâtiment en briques qui abritait les toilettes, carré et trapu, et d'une manière ou d'une autre plus solitaire qu'il n'aurait dû l'être. Je me suis garé près du bâtiment, face à l'autoroute pour voir si quelqu'un d'autre arrivait, et j'ai coupé le moteur. Le silence qui a suivi a été immédiat et absolu, comme si le monde avait attendu que j'arrête de bouger pour se refermer autour de moi. Je suis resté assis un moment, les mains toujours sur le volant, à fixer le parking vide et les arbres sombres au-delà. Le vent s'était levé, assez fort maintenant pour que je sente le camion osciller légèrement, et le ciel au-dessus était presque noir, les nuages empilés si épais qu'ils avaient avalé toute trace de lumière stellaire. J'ai attrapé mon téléphone, vérifié l'écran. Toujours pas de réseau. J'ai essayé de l'éteindre et de le rallumer. La solution universelle à tout. Mais quand il s'est rallumé, le résultat était le même. Pas de service, pas de données, pas de connexion à quoi que ce soit. Je suis descendu, j'ai remonté la fermeture éclair de ma veste contre le vent et je me suis dirigé vers le bâtiment. Les lumières au-dessus de moi ont clignoté une fois pendant que je marchais, juste une fois, mais assez longtemps pour que je lève les yeux. Les ampoules semblaient vieilles, jaunies, bourdonnant avec ce vin électrique qu'on entend dans les luminaires qui ont fonctionné trop longtemps sans entretien. La porte des toilettes était en métal lourd, et elle a grincé quand je l'ai tirée. À l'intérieur, les lumières fluorescentes bourdonnaient, projetant une lueur blanche dure sur le sol carrelé et les murs en blocs de béton. Cela sentait le produit de nettoyage industriel et le béton humide, familier et étrangement réconfortant dans son ordinarité. J'ai utilisé les installations, je me suis lavé les mains, j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage. Le miroir montrait ce à quoi je m'attendais, des yeux fatigués, des rides plus marquées qu'avant, une barbe naissante qui avait besoin d'un rasage. Rien d'inhabituel, rien de mal. Mais quand je suis ressorti, les lumières du parking étaient éteintes. Pas en train de clignoter, pas atténuées, juste éteintes. Tout le parking était sombre, la seule lumière provenant de la faible lueur des feux de position de mon camion et des éclairs lointains et saccadés à l'horizon. Je me suis arrêté net, fixant les hauts poteaux où les lampes au sodium brûlaient encore quelques minutes plus tôt. Elles étaient mortes, toutes, comme si quelqu'un avait coupé un disjoncteur et tué l'alimentation d'un coup. Ma première pensée a été un transformateur grillé.
Peut-être que le vent avait fait tomber une ligne quelque part. Mais cela n'expliquait pas pourquoi le bâtiment derrière moi avait encore du courant. Je pouvais voir la lueur fluorescente s'échapper des étroites fenêtres près du toit, entendre le faible bourdonnement des lumières à l'intérieur. Seul le parking était dans le noir, et cela n'avait pas de sens. J'ai marché vers le camion, plus vite maintenant, chaque instinct me disant de sortir de là au plus vite. Le vent était plus fort, hurlant à travers les arbres, et les premières grosses gouttes de pluie commençaient à tomber, froides et lourdes, claquant contre ma veste et le bitume. J'ai atteint la portière côté conducteur, l'ai tirée et je suis monté à l'intérieur, la verrouillant derrière moi. Mes mains tremblaient un peu, et je détestais ne pas pouvoir expliquer pourquoi. Il n'y avait aucun danger ici, aucune menace visible, juste une panne de courant et un mauvais temps. Mais mon instinct hurlait, de la même manière qu'il avait hurlé une fois avant, quand je m'étais arrêté dans une aire de repos en Arizona et que j'étais tombé sur un braquage en cours. De la même manière qu'il avait hurlé quand j'avais vu un conducteur s'effondrer d'une crise cardiaque dans une station-service du Nevada. Cet instinct, celui qu'on ne peut pas expliquer et qu'on ne peut pas ignorer, celui qui vous maintient en vie quand la logique échoue. J'ai démarré le moteur, j'ai senti la vibration s'installer dans mes os, et j'ai tendu la main vers la radio CB par habitude. Toujours rien. J'ai réessayé mon téléphone, le tenant près du pare-brise comme si cela pouvait aider. Pas de signal. Je suis resté assis un moment, à fixer le parking sombre et les arbres lointains, essayant de décider quoi faire. La chose intelligente à faire aurait été d'attendre que l'orage passe, de laisser la pluie s'arrêter, de dormir un peu. Mais quelque chose dans cet endroit semblait faux maintenant. Comme s'il attendait quelque chose. Et je ne voulais pas être là quand ce quelque chose déciderait de se montrer. J'ai mis le camion en marche, allumé les phares et roulé vers la bretelle de sortie, lentement et régulièrement, surveillant les rétroviseurs pour tout signe de mouvement derrière moi. C'est alors que j'ai vu la porte. La porte des toilettes, celle en métal lourd que j'avais franchie quelques minutes plus tôt. Elle s'ouvrait lentement, comme si quelqu'un la poussait de l'intérieur, le bord s'écartant pour révéler une bande de cette lumière fluorescente dure. Mais il n'y avait personne. Aucune main sur la poignée. Aucune silhouette en train de sortir. Juste la porte qui s'ouvrait toute seule, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'elle soit à moitié entr'ouverte et que la lumière se répande sur le bitume comme une langue pâle. J'ai arrêté le camion, fixant la scène, mon pied figé sur le frein. Le vent aurait pu le faire, me suis-je dit. Aurait pu attraper la porte si elle n'était pas bien verrouillée, l'ouvrir. Mais le vent soufflait dans la mauvaise direction, poussant contre le bâtiment, pas en s'éloignant, et la porte était lourde, trop lourde pour bouger toute seule, surtout contre une telle pression. Je n'ai pas attendu d'en voir plus. J'ai enfoncé l'accélérateur, j'ai senti le camion bondir en avant et j'ai pris la bretelle de sortie plus vite que je n'aurais dû, les pneus crissant légèrement sur le bitume mouillé. La pluie tombait plus fort maintenant. Des rideaux épais qui brouillaient le pare-brise et faisaient travailler les essuie-glaces à plein régime. J'ai atteint l'autoroute et me suis réinséré dans la voie de droite, regardant l'aire de repos disparaître derrière moi dans les rétroviseurs, le bâtiment rétrécissant dans l'obscurité jusqu'à n'être plus qu'une ombre parmi les ombres. Mon cœur battait à tout rompre, l'adrénaline chantant dans mes veines, et je me suis forcé à respirer lentement et régulièrement, à me concentrer sur la route devant moi. Quoi qu'il venait de se passer, c'était derrière moi maintenant. J'avançais, et tant que je continuais à avancer, j'allais bien. Mais la radio était toujours morte. Le téléphone n'avait toujours pas de signal. Et quelque part devant moi, l'orage m'attendait. Assez près maintenant pour que je puisse voir les éclairs fendre le ciel en ligne blanche dentelée. Assez près pour que le tonnerre commence à gronder. Profond, bas, vibrant à travers le châssis du camion. J'ai vérifié la jauge de carburant. Les 3/4 pleins. Assez pour me rendre à Kansas City si je ne m'arrêtais plus. J'ai vérifié les rétroviseurs. Route vide derrière moi. Pas de phare, pas de feux arrière, juste la pluie et l'obscurité. J'ai vérifié le tableau de bord, les jauges, les affichages, tout était normal, tout allait bien. Sauf que ce n'était pas bien. Parce que quand j'ai jeté un dernier coup d'œil à la radio CB, espérant peut-être qu'elle s'était rallumée, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. La lumière d'alimentation était allumée. L'unité était active, la LED verte brillait régulièrement comme elle le faisait toujours quand elle recevait. Mais il n'y avait aucun son, aucune voix, aucun parasite. Juste cette lumière qui brûlait dans la cabine sombre, me disant que la radio fonctionnait même si je n'entendais rien du tout. J'ai tendu la main, tourné le bouton de volume à fond. Rien.
J'ai changé de canal, fait défiler toutes les fréquences, appuyé sur le bouton de transmission et dit « Ici Dallaskel. Y a-t-il quelqu'un ?» Ma voix sonnait plate et étrange dans l'espace confiné, avalée par le ronronnement du moteur et le martèlement de la pluie sur le toit. J'ai relâché le bouton, attendu une réponse. N'importe quoi, même des parasites. Mais la radio est restée silencieuse, cette lumière verte brillant comme une petite accusation, comme si elle se moquait de moi pour avoir attendu qu'elle fonctionne comme elle le devrait. Je l'ai éteinte, tendu la main et appuyé sur le bouton d'alimentation, regardant la lumière s'éteindre. Puis je me suis assis, j'ai saisi le volant à deux mains et je me suis concentré sur la conduite. L'orage était tout autour de moi maintenant. Des éclairs si brillants qu'ils rendaient le monde blanc pendant une demi-seconde à la fois. Le tonnerre claquant si fort que je le sentais dans ma poitrine. La pluie était implacable, torrentielle, transformant l'autoroute en une rivière et faisant légèrement aquaplaner le camion chaque fois que je passais dans une flaque profonde. J'ai ralenti, passé à 65, puis à 50 km/h, mes phares à peine capables de percer la pluie battante. Je ne pouvais pas voir à plus de 6 mètres devant moi. Je ne pouvais pas voir les marquages de voie. Je ne pouvais rien voir d'autre que la pluie, l'obscurité et l'éclat occasionnel d'un éclair qui illuminait le monde en détail sans couleur. Et puis, à travers la pluie, j'ai vu une silhouette debout sur le bas-côté, juste hors de portée de mes phares, faisant face à la route. Je ne l'ai vue qu'une seconde, une silhouette dans l'éclat de l'éclair, les bras le long du corps, parfaitement immobile. Puis la lumière a disparu, et la silhouette a été engloutie par l'obscurité. J'ai levé le pied de l'accélérateur, le cœur battant, les yeux rivés sur l'endroit où je l'avais vu. Un autre éclair, une autre brève fenêtre de lumière, et la voilà de nouveau. Plus proche maintenant, peut-être à 3 mètres du bord de la chaussée, grande, sombre, immobile, attendant. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas ralenti plus que je ne l'avais déjà fait. J'ai gardé le pied stable sur la pédale, j'ai continué à faire avancer le camion, et je me suis dit que c'était un arbre, un poteau, un jeu de lumière dans la pluie. Mais je savais ce que j'avais vu. Je connaissais la forme d'une personne, la façon dont un corps se tient, la façon dont il se maintient contre le vent. Et qui que ce soit ou quoi que ce soit, cela n'avait pas bougé, n'avait pas tressailli, n'avait pas tourné la tête, n'avait pas réagi au camion du tout. C'était juste là, à regarder la route comme s'il attendait que quelque chose passe, comme s'il m'attendait, moi. La silhouette a disparu derrière moi alors que je continuais à avancer sous la pluie, et je me suis forcé à ne pas regarder en arrière, à ne pas vérifier les rétroviseurs une fois de plus. Quoi que j'ai vu, c'était parti maintenant, englouti par l'orage et la distance, et y penser ne changerait rien. J'avais un horaire à respecter, une cargaison à livrer, et des routes qui ne deviendraient pas plus sur plus je attendrais. La chose intelligente aurait été de trouver une autre aire de repos, un endroit avec de l'électricité et d'autres routiers, un endroit qui ne semblait pas être le dernier avantage avant le bord du monde. Mais l'autoroute s'étendait sans fin, sans sortie en vue. Juste kilomètre après kilomètre de route vide bordée de champs que je ne pouvais pas voir et d'arbres qui se pliaient et se balançaient dans le vent comme s'ils essayaient de se libérer du sol. J'ai réessayé la radio CB même si je savais qu'elle ne fonctionnerait pas. Je l'ai allumée, j'ai regardé la lumière verte briller, j'ai fait défiler les canaux un par un. Rien. Les parasites auraient été quelque chose. Au moins la preuve que les ondes existaient, que quelque part, quelqu'un émettait. Mais ce silence était différent, plus lourd, comme si la radio recevait parfaitement, mais qu'il n'y avait tout simplement plus rien à entendre. J'ai pensé à Red Calisté, mon partenaire de route habituel sur les longs trajets, le gars que j'appelais quand les nuits devenaient trop silencieuses ou que l'itinéraire devenait trop étrange. Red conduisait depuis encore plus longtemps que moi, 27 ans sur la route, et il avait tout vu, y compris des choses qui n'auraient probablement pas dû exister. C'était lui qui m'avait appris à faire confiance à mon instinct, à ne jamais ignorer cette sensation froide dans l'estomac quand quelque chose ne collait pas. La route te parle, avait-il dit un jour, assis en face de moi dans une aire de repos dans l'Iowa, son café refroidissant entre ses mains. Il faut juste apprendre à écouter. J'aurais aimé pouvoir l'appeler maintenant, entendre sa voix coupée à travers les parasites et le silence, calme et régulière comme toujours. Mais mon téléphone était toujours inutilisable, l'écran ne montrant aucun signal, peu importe le nombre de fois où je vérifiais, et le CB était une impasse. J'étais seul, et cette réalisation s'est abattue sur moi comme un poids que je n'avais pas porté avant, mais que je ne pouvais plus ignorer. L'orage frappait plus fort. Le vent secouait le camion si violemment que je devais lutter avec le volant pour le garder droit.
La pluie tombait par vagues si épaisses que les essuie-glaces ne pouvaient pas suivre. La visibilité était tombée à presque rien. Juste un mur d'eau éclairé par mes phares. C'est alors que les phares sont apparus. 2 points lumineux dans mon rétroviseur, coupant à travers la pluie, arrivant vite. Trop vite. Je me suis tendu, le pied survolant le frein, regardant les lumières réduire la distance entre nous. Pendant un moment, j'ai cru qu'ils allaient me percuter, foncer droit dans l'arrière de ma remorque. Mais à la dernière seconde, ils ont dévié dans la voie de gauche et ont dépassé en rugissant. Si près que j'ai senti la turbulence secouer la cabine. C'était un pick-up, de couleur foncée, peut-être noir ou bleu nuit. Difficile à dire sous la pluie. Les vitres étaient teintées, le lit vide, et il se déplaçait comme si le conducteur avait un endroit urgent où aller ou ne se souciait pas des conditions. J'ai aperçu la plaque d'immatriculation alors qu'il passait, j'ai essayé de lire les chiffres, mais la pluie brouillait tout, et il avait disparu avant que je puisse me concentrer. Le camion n'a pas ralenti. Il a juste continué. Les phares s'éloignant dans l'orage devant moi jusqu'à ce qu'ils soient complètement engloutis, me laissant seul sur l'autoroute. J'ai expiré, réalisé que j'avais retenu mon souffle, et j'ai desserré ma prise sur le volant. Probablement juste quelqu'un qui essayait de devancer la météo, me suis-je dit. Quelqu'un qui ne savait pas mieux ou ne s'en souciait pas. Mais quelque chose dans la façon dont il était arrivé sur moi, silencieux et soudain malgré l'orage, quelque chose dans la vitesse et l'obscurité de ce véhicule, m'a laissé mal à l'aise. J'ai vérifié les rétroviseurs, scrutant d'autres lumières, mais il n'y avait rien, juste la pluie et l'obscurité, et la faible lueur de mes propres feux arrière se reflétant sur le bitume mouillé. La sortie suivante est apparue 10 minutes plus tard. Un petit panneau vert à moitié obscurci par la pluie annonçant une ville que je n'avais jamais entendue et des services à 3 km. Je l'ai prise sans réfléchir, désespéré par n'importe quel type de refuge, n'importe quel signe de civilisation. La bretelle de sortie descendait et s'éloignait de l'autoroute, serpentant à travers des arbres qui se pressaient de près des deux côtés, les branches grattant contre la remorque alors que je négociais le virage serré. La route s'est aplanie et je me suis retrouvé sur une voie à 2 sens en asphalte fissuré. Pas de réverbère, pas de bâtiment, juste l'obscurité et le tunnel étroit de mes phares coupant à travers la pluie. J'ai failli faire demi-tour, me diriger directement vers la bretelle d'accès pour retourner sur l'autoroute. Mais alors je l'ai vue, une lumière, pâle et vacillante, à peine visible à travers l'averse. Mais elle était là, un signe de vie. J'ai suivi la route vers la lumière, roulant lentement, prudemment, scrutant les nids de poules et les débris. Les arbres se sont éclaircis et ont laissé place à une clairière, et j'ai réalisé que je regardais une aire de repos pour routiers, ou ce qui en avait été une. Le bâtiment était vieux, un seul étage, avec un toit plat et une paire de pompes à essence devant qui semblaient ne pas avoir fonctionné depuis des années. L'enseigne au-dessus de la porte était éteinte, les lettres décolorées et écaillées, mais je pouvais juste distinguer les mots « repos du voyageur », carburant, nourriture, hébergement. La lumière que j'avais vue provenait d'une seule ampoule au-dessus de l'entrée, oscillant dans le vent, projetant des ombres erratiques sur le parking en gravier. Il n'y avait aucun autre véhicule, aucun camion, aucune voiture, rien. Juste moi, la pluie et cette unique lumière pâle. Je me suis garé sur le parking, près du bâtiment, et je suis resté assis là un long moment, moteur au ralenti, essuie-glace claquant d'avant en arrière sur le pare-brise. Chaque instinct me disait que c'était une mauvaise idée, que je devrais retourner sur l'autoroute et continuer à rouler jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui semble moins abandonné, moins faux. Mais l'orage ne faiblissait pas, et j'étais épuisé, fonctionnant à la vapeur, à l'adrénaline et à trop de café. J'avais besoin d'une pause, de sortir de la cabine et de m'étirer les jambes, et peut-être de comprendre pourquoi mon téléphone et ma radio avaient cessé de fonctionner. J'ai attrapé ma lampe torche dans la boîte à gants, vérifié qu'elle fonctionnait, et je suis descendu sous la pluie. Le froid m'a immédiatement frappé, trempant ma veste en quelques secondes, et j'ai couru vers l'entrée, mes bottes éclaboussant dans les flaques. La porte était déverrouillée, la poignée tournant facilement sous ma main, et je l'ai poussée et je suis entré. L'intérieur était sombre, éclairé par une poignée de tubes fluorescents qui bourdonnaient et clignotaient au-dessus de moi, donnant à l'espace une lueur jaune vert maladive. Cela ressemblait à un dîner, ou l'avait été. Un long comptoir courait le long du mur du fond, des tabourets boulonnés au sol devant, et quelques box alignés le long des fenêtres. Le sol était en linoléum, fissuré et pelé par endroits, et l'air sentait le gras ancien et le bois humide, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Pas exactement de la pourriture, mais proche, comme si quelque chose avait été laissé à s'asseoir trop longtemps sans bouger.
Il n'y avait personne derrière le comptoir, personne dans les box. Aucun son à part le bourdonnement des lumières et le rugissement étouffé de l'orage à l'extérieur. J'ai appelé, « Bonjour, y a-t-il quelqu'un » Ma voix a résonné dans l'espace vide, plate et petite, et personne n'a répondu. J'ai avancé, lampe torche à la main, balayant le faisceau dans la pièce. Les étagères derrière le comptoir étaient presque vides, juste quelques boîtes de conserve et cartons poussiéreux qui semblaient être là depuis des décennies. La caisse enregistreuse était ancienne, du genre avec des boutons mécaniques et une poignée à tirer, et elle était recouverte d'une fine couche de crasse. Une porte à l'autre bout de la pièce était entr'ouverte, menant à ce que je supposais être un bureau ou une zone de stockage à l'arrière, mais je ne pouvais rien voir au-delà du seuil. Juste l'obscurité. Je me suis retourné vers l'entrée, prêt à partir, quand je l'ai entendue. Une voix, faible et crépitante, comme si elle venait de très loin ou à travers une mauvaise connexion. Je me suis figé, écoutant, essayant de comprendre d'où elle venait. Puis je l'ai vue, une radio CB posée sur le comptoir près de la caisse, la grille du haut-parleur tournée vers la pièce. La lumière d'alimentation était allumée, verte et stable, et la voix venait du haut-parleur, basse et déformée, mais indéniablement humaine. Je me suis approché, tendant l'oreille pour distinguer les mots. Route 79, si vous recevez, répondez. Mon cœur a fait un bond. Route 79. C'était mon itinéraire. J'ai attrapé le micro, appuyé sur le bouton de transmission et dit, ici Dallaskel. Je vous reçois. Qui est-ce? J'ai relâché le bouton et attendu, fixant la radio, espérant qu'elle réponde. La voix est revenue, plus claire maintenant, bien que toujours bordée de parasites. Dal, c'est Red. Bon sang, j'essaie de te joindre depuis 1 heure. Où diable es-tu? Un soulagement m'a submergé, si fort qu'il a presque fait fléchir mes genoux. Red? Bien sûr que c'était Red. J'aurais dû savoir qu'il serait quelque part ici, travaillant sur les mêmes routes, surveillant les routiers qui pourraient avoir besoin d'aide. J'ai appuyé à nouveau sur le bouton, parler rapidement. Je suis dans une vieille aire de repos en dehors de l'autoroute, à quelques kilomètres après la dernière sortie. Un endroit appelé repos du voyageur. Mon téléphone est mort. Le CB a été silencieux toute la nuit. Tu me reçois. Il y a eu une pause assez longue pour que je pense l'avoir perdu, puis sa voix est revenue, plus lente maintenant, prudente. Dal, écoute-moi. Tu dois sortir de là tout de suite. J'ai froncé les sourcils, jeté un coup d'œil autour du dîner vide. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Cet endroit est fermé depuis 15 ans, a dit Red, sa voix tendue, comme s'il essayait de rester calme et échouait. Il n'y a pas d'électricité là-bas. Pas de lumière, rien. Si tu vois des lumières, si tu m'entends, quelque chose ne va pas, remonte dans ton camion et sors de là tout de suite. J'ai levé les yeux vers les tubes fluorescents clignotant au-dessus de moi, vers la lumière verte brillante de la radio CB, vers l'ampoule pâle oscillant à l'extérieur de la fenêtre. Tout était alimenté, tout fonctionnait. Impossible que ce soit le cas. Ma bouche est devenue sèche. J'ai reculé vers la porte, les yeux toujours fixés sur la radio, sur la lumière, sur la pièce vide qui semblait soudain trop petite, trop proche. Red, je regarde les lumières en ce moment. Elles sont allumées. La radio fonctionne. Je ne comprends pas. Moi non plus, Dal, a-t-il dit. Et j'ai entendu la peur dans sa voix maintenant, brute et non filtrée. Mais j'ai entendu des histoires sur cet endroit. Des routiers qui s'y sont arrêtés et ne sont pas ressortis, ou qui en sont ressortis différents, confus, comme s'ils avaient perdu la notion du temps. Quoi que tu vois, ce n'est pas réel ou ça ne devrait pas l'être. Sors de là, Dal. S'il te plaît. Je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise 2 fois. J'ai lâché le micro, tourné les talons et couru vers la porte, la franchissant en trombe et me précipitant sous la pluie. L'orage était encore pire maintenant, le vent hurlant, la pluie me fouettant comme des aiguilles. Mais je m'en moquais. J'ai sprinté à travers le parking en gravier jusqu'à mon camion, ouvert la portière d'un coup sec et me suis jeté à l'intérieur, la verrouillant derrière moi. Mes mains tremblaient si fort que j'ai à peine réussi à mettre la clé dans le contact. Mais j'ai réussi et le moteur a rugi, fort et rassurant et réel. J'ai passé la vitesse, enfoncé l'accélérateur et j'ai quitté ce parking comme si le diable en personne était à mes trousses. Dans le rétroviseur, j'ai vu la lumière au-dessus de l'entrée clignoter 1 fois, 2 fois, puis s'éteindre. Tout le bâtiment est devenu sombre, englouti par l'orage.
Et en quelques secondes, c'était comme s'il n'avait jamais été là, juste l'obscurité, la pluie et la route vide. J'ai continué à rouler, sans ralentir, sans regarder en arrière. Mon cœur battait à tout rompre, l'adrénaline parcourant chaque nerf, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que Red avait dit. Fermé depuis 15 ans, pas d'électricité, des routiers qui ne ressortaient pas. J'étais entré dans cet endroit, j'avais marché à travers, touché le comptoir, entendu la radio. Tout avait semblé réel, solide, indéniable. Mais si Red avait raison, si cet endroit était sombre et mort depuis plus d'une décennie, alors dans quoi diable venais-je de mettre les pieds ? Les semaines suivant cette nuit ont passé lentement, mesurées en kilomètres, en livraison et dans cette routine qui est censée vous faire sentir en sécurité. J'ai gardé la tête basse, roulé sur mes itinéraires, vérifié avec le dispatch comme une horloge. Mais quelque chose avait changé. Un changement fondamental dans la façon dont je voyais la route, dans la façon dont je me sentais à propos d'être seul là-bas dans le noir. Je me suis surpris à vérifier mon téléphone plus souvent, à m'assurer que le signal tenait, à m'assurer que je ne dérivais pas dans une zone morte où le monde pouvait disparaître sans avertissement. J'ai gardé la radio CB allumée en permanence, même quand ce n'était que des parasites, parce que le silence semblait pire. Au moins les parasites signifiaient que la radio fonctionnait, qu'il y avait des ondes quelque part portant des voix et des avertissements et la preuve que d'autres personnes existaient au-delà de la portée de mes phares. Red m'appelait tous les quelques jours juste pour prendre des nouvelles, sans jamais mentionner directement le repos du voyageur, mais demandant toujours comment je tenais le coup, si j'avais vu quelque chose d'étrange, si les routes me traitaient bien. Nous parlions de choses normales, de la météo et du trafic, et des stations-service qui avaient augmenté leur prix de carburant. Mais sous tout cela, il y avait cette compréhension partagée, cette reconnaissance tacite que nous avions tous les deux touché quelque chose que nous n'aurions pas dû, et que maintenant nous attendions de voir si cela nous rattraperait. C'était fin avril quand j'ai croisé Mara Fitch. J'avais pris une cargaison de matériel agricole à travers le Nebraska, destinée à un distributeur à l'extérieur de Scottsbluff, et je revenais à vide, roulant vers le sud en direction de Denver pour récupérer le prochain travail. Le temps s'était réchauffé, presque estival, et les routes étaient dégagées, le trafic léger, tout facile et simple. Je m'étais arrêté dans une aire de repos juste après la frontière de l'État pour prendre un café et utiliser les toilettes, et c'est là que je l'ai vu, debout à côté d'un vieux Freightliner à la peinture délavée et aux enjôleurs dépareillés, fixant le capot ouvert comme s'il l'avait personnellement offensé. Elle avait la cinquantaine, peut-être, petite et trapue, avec des cheveux gris attachés en queue de cheval et une combinaison de travail qui avait connu des jours meilleurs. Il y avait une boîte à outils ouverte par terre à côté d'elle, des clés à molette éparpillées comme si elle travaillait là-dessus depuis un moment, et l'expression sur son visage était un mélange pur de frustration et d'épuisement. J'ai reconnu cette expression. Je l'avais portée moi-même plus d'une fois, généralement à 3 heures du matin quand quelque chose tombait en panne au milieu de nulle part et que le mécanicien le plus proche était à 160 km. J'ai hésité, ne voulant pas m'immiscer, mais quelque chose dans la façon dont elle se tenait là, les mains sur les hanches, fixant le moteur comme si la seule volonté pouvait le réparer, m'a fait m'approcher. « Tu as besoin d'un coup de main ?» ai-je appelé, gardant mes distances, lui laissant l'espace de me dire de m'occuper de mes affaires si elle le voulait. Elle a levé les yeux, m'a évalué en environ 2 secondes, et a hoché la tête. L'alternateur est mort, je pense, ou la courroie. Je ne sais pas laquelle. Dans les deux cas, je ne vais nulle part avant d'avoir compris. Et j'ai une fenêtre de livraison qui se referme dans 6 heures. Sa voix était rauque, comme si elle avait passé trop d'années à respirer des fumées de diesel et de la fumée de cigarette. Mais il y avait une vivacité, une intelligence qui suggérait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait et avait juste besoin d'une deuxième paire d'yeux. Je me suis approché, j'ai jeté un coup d'œil sous le capot. C'était propre, bien entretenu, le genre de camion dont quelqu'un prend soin parce que ce n'est pas juste un véhicule. C'est un moyen de subsistance. J'ai vu la courroie tout de suite, effilochée et lâche, à peine capable de maintenir la tension. La courroie est morte, ai-je dit en pointant. L'alternateur est probablement en bon état, mais il ne reçoit pas de puissance. Tu as une courroie de rechange. Elle a secoué la tête, frustrée. J'ai utilisé ma courroie de rechange il y a 2 mois dans le Wyoming. J'aurais dû en racheter une. J'ai toujours remis ça à plus tard. Stupide. Elle a donné un coup de pied dans le gravier, les mains enfoncées dans ses poches. Je suppose que je vais appeler un dépanneur. Restez assise ici jusqu'à ce que quelqu'un arrive avec la pièce. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre,
fais le calcul. J'avais le temps. Pas beaucoup, mais assez. J'ai une courroie de rechange qui pourrait convenir. On ne saura pas avant d'avoir essayé, mais si ça marche, tu pourras me rembourser quand tu veux. Pas la peine de rester ici à attendre un dépanneur si on peut le réparer maintenant. Elle m'a fixé longuement, comme si elle essayait de comprendre si j'étais sincère ou s'il y avait un angle qu'elle ne voyait pas. Puis elle a hoché la tête une fois et a dit « D'accord, essayons ». Nous avons passé les 40 minutes suivantes à remplacer la courroie, travaillant dans un silence confortable, seulement interrompu par une demande occasionnelle d'outils ou un commentaire sur la météo. Elle connaissait son chemin autour d'un moteur. Elle n'avait pas besoin que je lui explique quoi que ce soit. Elle travaillait méthodiquement et efficacement, comme on le fait quand on a fait ça assez longtemps pour que les mains se souviennent de ce que le cerveau oublie. Quand nous avons enfin mis la nouvelle courroie et l'avons correctement tendue, elle est montée dans la cabine, a tourné la clé, et le moteur a rugi, lisse et régulier. Elle l'a laissé tourner 1 minute, vérifiant les jauges, puis l'a éteint et est redescendue, s'essuyant les mains avec un chiffon. « Je te dois une fière chandelle », a-t-elle dit en tendant la main. « Mara Fitch ?»« Dalaskel », ai-je dit en lui serrant la main. Sa poignée était ferme, calleuse, la poignée de main de quelqu'un qui avait travaillé dur toute sa vie et n'avait pas peur de le montrer. « Tu ne me dois rien. Transmets juste la faveur la prochaine fois que tu verras quelqu'un dans la panade. » Elle a souri, petit et bref, mais sincère. « D'accord. Tu roules en solo ? » La plupart du temps, ai-je dit. C'est plus facile comme ça. Pas besoin de s'inquiéter du planning de quelqu'un d'autre. Je comprends, a-t-elle dit, s'appuyant contre le camion, les bras croisés. Je roule en solo depuis 8 ans maintenant. Je roulais avec un partenaire avant, mais ça s'est mal terminé. Maintenant, c'est juste moi et la route. Elle a fait une pause, jeté un coup d'œil à l'autoroute, au flux régulier de trafic qui passait. Parfois, ça devient solitaire, mais c'est un travail honnête. Tu sais où tu en es. Nous avons parlé un peu plus longtemps, échangeant des histoires comme le font les routiers, comparant les itinéraires et les horaires et les particularités des différentes aires de repos en chemin. Elle m'a dit qu'elle travaillait généralement sur les routes du Nord, le Montana, le Wyoming et les Dakota, transportant des fournitures et du matériel agricole vers les fermes et les coopératives. Un travail dur, de longues heures, mais régulier. Je lui ai dit que j'avais roulé partout, là où le dispatch m'envoyait, surtout des marchandises réfrigérées et des cargaisons sensibles au temps. Elle a hoché la tête en écoutant, puis elle a posé la question que j'avais espéré éviter. « Tu as déjà roulé sur la route 79 à travers le Missouri ?» J'ai figé juste 1 seconde, mais assez longtemps pour qu'elle le remarque. « Oui », ai-je dit prudemment. « Je l'ai roulé. »« Pourquoi ?» Elle m'a regardé, les yeux légèrement plissés, comme si elle essayait de lire quelque chose sur mon visage. « J'ai eu un trajet bizarre là-bas le mois dernier. Un orage est arrivé de nulle part. J'ai perdu tous mes appareils électroniques, téléphone, radio, tout. Je me suis retrouvé dans une vieille aire de repos appelée Station Evergreen. Les lumières étaient allumées, le bâtiment semblait ouvert, mais quand je suis entré, c'était vide. Je veux dire, complètement vide. Pas de meubles, pas d'installation, juste des sols en béton et des murs nus. Mais les lumières étaient allumées, aussi brillantes qu'en plein jour. Et j'entendais des voix venir de quelque part, comme une radio jouant dans une autre pièce. Je n'ai pas pu trouver la source. Je n'ai pas pu comprendre d'où venait l'électricité. Ça m'a tellement effrayé que je suis remonté dans mon camion et je suis parti. Je ne me suis plus arrêté avant d'être à 2 états de là. Ma bouche est devenue sèche. Un endroit différent. Le même schéma. Les appareils électroniques qui tombent en panne. Les lumières qui ne devraient pas être allumées. Des voix sans source. J'ai voulu lui parler du repos du voyageur. De ce que Red m'avait dit. Des journaux CB vides et du bâtiment qui avait disparu dans l'obscurité. Mais je ne voulais pas non plus avoir l'air fou. Je ne voulais pas transformer cela en un échange d'histoires de fantômes qui nous rendraient tous les deux paranoïaques à propos de chaque chose étrange que nous voyions sur la route. Alors j'ai juste hoché la tête, gardé ma voix neutre. Oui, ce tronçon peut devenir bizarre. Les orages perturbent les signaux. Parfois, tu perds tout d'un coup. C'est arrivé aussi une fois. La meilleure chose à faire est de continuer à avancer. Ne t'arrête pas à moins que ce soit absolument nécessaire. Elle m'a étudié un moment plus longtemps, puis a hoché lentement la tête. C'est ce que j'ai pensé.
Je n'arrive toujours pas à expliquer les lumières, cependant. L'endroit aurait dû être condamné depuis des années. Aucune raison pour qu'il ait du courant. Elle s'est poussée du camion, s'est redressée. Bon, je devrais y aller. J'ai des kilomètres à parcourir et la journée passe. Merci encore pour l'aide, Dal. Peut-être que je te reverrai un jour sur la route. Peut-être, ai-je dit en lui serrant à nouveau la main. Reste en sécurité. Toi aussi, a-t-elle dit. Et il y avait du poids derrière ces mots, comme si elle savait plus qu'elle ne le disait, comme si elle avait vu assez pour comprendre que en sécurité était un terme relatif ici. Elle est montée dans sa cabine, a démarré le moteur et a quitté l'aire de repos. Son camion s'est fondu dans le trafic et a disparu sur l'autoroute. Je suis resté là un moment à la regarder partir, pensant à la station Evergreen et au repos du voyageur et à tous les autres endroits qui existaient probablement le long de ces routes. Des endroits qui ne devraient pas être ouverts, ne devraient pas avoir de courant, ne devraient pas attendre que des routiers comme nous tombent dessus. Je suis remonté dans mon propre camion, j'ai vérifié mon téléphone par habitude. Signal complet, message du dispatch, tout normal. J'ai ouvert une carte, j'ai cherché la station Evergreen. Rien n'est apparu. J'ai essayé différentes orthographes, différents termes de recherche, mais les résultats étaient toujours les mêmes. Aucune aire de repos, aucune station-service, aucun arrêt portant ce nom n'importe où près de la route 79. J'ai essayé de chercher le repos du voyageur aussi, juste pour voir si peut-être j'avais imaginé tout cela, si l'épuisement et le stress avaient déformé ma mémoire en quelque chose qui n'était jamais arrivé. Mais cette recherche est également restée sans résultat. Aucun enregistrement, aucune critique, aucune mention sur aucun des forums de routiers que j'ai consultés. C'était comme si les deux endroits avaient été effacés, supprimés des cartes et des bases de données, n'existant que dans les mémoires des routiers assez malchanceux pour les trouver. Je suis resté assis là longtemps à fixer l'écran du téléphone, sentant cette peur froide s'installer à nouveau dans mon estomac. Si Mara avait vécu la même chose que moi, si d'autres routiers étaient là-bas en train de rencontrer ces endroits, ces zones noires où la réalité se pliait et où les règles cessaient de s'appliquer, alors ce n'était pas isolé. C'était un schéma. Et les schémas voulaient dire quelque chose. Ils voulaient dire qu'il y avait un système en place, quelque chose de délibéré. Quelque chose qui savait comment trouver les routiers quand ils étaient seuls et vulnérables et coupés de l'aide. Je n'ai pas roulé sur la route 79 pendant 6 mois. Quand je l'ai finalement fait, c'était en plein été, en pleine journée, sous un ciel dégagé. J'ai passé la sortie où j'avais tourné cette nuit-là, et je n'ai pas ralenti. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil à la bretelle de sortie. J'ai juste continué à rouler, les yeux vers l'avant, les mains fermes sur le volant. Et je n'ai jamais cherché le repos du voyageur à nouveau. Parce que certains endroits, j'ai appris, valent mieux qu'on les laisse dans l'obscurité. Certains endroits ne sont pas faits pour être trouvés. Et les routiers qui les trouvent quand même, eh bien, ce sont ceux qui finissent avec des histoires qu'ils ne peuvent pas tout à fait expliquer, et des souvenirs qui ne s'estompent pas, peu importe le nombre de kilomètres qu'ils mettent entre eux et la route. Mais même maintenant, des années plus tard, quand je conduis la nuit et que les orages arrivent, quand la radio se tait et que le téléphone perd le signal, je le sens. Ce frisson froid dans le cou, cette sensation que je ne suis pas aussi seul que je le pense. Et je me souviens de la lumière oscillant au-dessus de l'entrée, de la voix crépitant dans le haut-parleur, de l'obscurité qui a englouti le bâtiment au moment où je suis parti. Je me souviens et je continue à rouler, parce que c'est tout ce que tu peux faire ici. Continuer à avancer. Garder les yeux vers l'avant et faire confiance à ce que la route devant toi est plus réelle que celle que tu as laissée derrière toi. Les semaines après cette nuit ont passé lentement, mesurées en kilomètres, en livraison et dans le genre de routine qui est censé te faire sentir en sécurité. J'ai gardé la tête basse, roulé sur mes itinéraires, vérifié avec le dispatch comme une horloge. Mais quelque chose avait changé. Un changement fondamental dans la façon dont je voyais la route, dans la façon dont je me sentais à propos d'être seul là-bas dans le noir. Je me suis surpris à vérifier mon téléphone plus souvent, à m'assurer que le signal tenait, à m'assurer que je ne dérivais pas dans une zone morte où le monde pouvait disparaître sans avertissement. J'ai gardé la radio CB allumée en permanence, même quand ce n'était que des parasites, parce que le silence semblait pire. Au moins les parasites signifiaient que la radio fonctionnait, qu'il y avait des ondes quelque part portant des voix et des avertissements et la preuve que d'autres personnes existaient au-delà de la portée de mes phares. Red m'appelait tous les quelques jours juste pour prendre des nouvelles, sans jamais mentionner directement le repos du voyageur,
mais demandant toujours comment je tenais le coup, si j'avais vu quelque chose d'étrange, si les routes me traitaient bien. Nous parlions de choses normales, de la météo et du trafic, et des stations-service qui avaient augmenté leur prix de carburant. Mais sous tout cela, il y avait cette compréhension partagée, cette reconnaissance tacite que nous avions tous les deux touché quelque chose que nous n'aurions pas dû, et que maintenant nous attendions de voir si cela nous rattraperait. Il m'a dit une fois, tard dans la nuit, alors que nous étions tous les deux garés dans des aires de repos à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, qu'il avait commencé à éviter certains tronçons d'autoroute, des endroits où les sorties semblaient fausses, où les bornes kilométriques semblaient se répéter. « Je ne suis pas superstitieux », a-t-il dit, sa voix crépitant légèrement à travers la connexion. « Mais je ne suis pas stupide non plus. Si la route essaie de te dire quelque chose, tu écoutes. » J'ai suivi son conseil, j'ai commencé à planifier mes itinéraires plus soigneusement, évitant les routes secondaires et les tronçons solitaires où les services étaient rares et l'aide à des heures de distance. Cela me coûtait du temps, parfois 80 ou 100 km de plus par trajet. Mais le temps était bon marché comparé à ce que je pourrais rencontrer si je prenais des raccourcis. Le dispatch l'a remarqué, a demandé pourquoi je brûlais du carburant supplémentaire, pourquoi mes journaux montraient des détours qui n'avaient pas de sens. Je leur ai dit que j'étais prudent, que les routes d'hiver nécessitaient plus d'attention, et ils n'ont pas insisté. Ils savaient mieux que de remettre en question un routier avec un casier vierge et 23 ans d'expérience. Mais je pouvais les sentir me regarder, attendre de voir si je déraperais, si ce qui m'avait ébranlé affecterait mes performances. C'était fin avril quand j'ai croisé Mara Fitch. J'avais pris une cargaison de matériel agricole à travers le Nebraska, destinée à un distributeur à l'extérieur de Scottsbluff, et je revenais à vide, roulant vers le sud en direction de Denver pour récupérer le prochain travail. Le temps s'était réchauffé, presque estival, et les routes étaient dégagées, le trafic léger, tout facile et simple. Je m'étais arrêté dans une aire de repos juste après la frontière de l'État pour prendre un café et utiliser les toilettes, et c'est là que je l'ai vu, debout à côté d'un vieux Freightliner à la peinture délavée et aux enjôleurs dépareillés, fixant le capot ouvert comme s'il l'avait personnellement offensé. Elle avait la cinquantaine, peut-être, petite et trapue, avec des cheveux gris attachés en queue de cheval et une combinaison de travail qui avait connu des jours meilleurs. Il y avait une boîte à outils ouverte par terre à côté d'elle, des clés à molette éparpillées comme si elle travaillait là-dessus depuis un moment, et l'expression sur son visage était un mélange pur de frustration et d'épuisement. J'ai reconnu cette expression. Je l'avais portée moi-même plus d'une fois, généralement à 3 heures du matin quand quelque chose tombait en panne au milieu de nulle part et que le mécanicien le plus proche était à 160 km. J'ai hésité, ne voulant pas m'immiscer, mais quelque chose dans la façon dont elle se tenait là, les mains sur les hanches, fixant le moteur comme si la seule volonté pouvait le réparer, m'a fait m'approcher. « Tu as besoin d'un coup de main ?» ai-je appelé, gardant mes distances, lui laissant l'espace de me dire de m'occuper de mes affaires si elle le voulait. Elle a levé les yeux, m'a évalué en environ 2 secondes, et a hoché la tête. L'alternateur est mort, je pense, ou la courroie. Je ne sais pas laquelle. Dans les deux cas, je ne vais nulle part avant d'avoir compris. Et j'ai une fenêtre de livraison qui se referme dans 6 heures. Sa voix était rauque, comme si elle avait passé trop d'années à respirer des fumées de diesel et de la fumée de cigarette. Mais il y avait une vivacité, une intelligence qui suggérait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait et avait juste besoin d'une deuxième paire d'yeux. Je me suis approché, j'ai jeté un coup d'œil sous le capot. C'était propre, bien entretenu, le genre de camion dont quelqu'un prend soin parce que ce n'est pas juste un véhicule. C'est un moyen de subsistance. J'ai vu la courroie tout de suite, effilochée et lâche, à peine capable de maintenir la tension. La courroie est morte, ai-je dit en pointant. L'alternateur est probablement en bon état, mais il ne reçoit pas de puissance. Tu as une courroie de rechange. Elle a secoué la tête, frustrée. J'ai utilisé ma courroie de rechange il y a 2 mois dans le Wyoming. J'aurais dû en racheter une. J'ai toujours remis ça à plus tard. Stupide. Elle a donné un coup de pied dans le gravier, les mains enfoncées dans ses poches. Je suppose que je vais appeler un dépanneur. Restez assise ici jusqu'à ce que quelqu'un arrive avec la pièce. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, fait le calcul. J'avais le temps. Pas beaucoup, mais assez. J'ai une courroie de rechange qui pourrait convenir. On ne saura pas avant d'avoir essayé, mais si ça marche, tu pourras me rembourser quand tu veux. Pas la peine de rester ici à attendre un dépanneur si on peut le réparer maintenant. Elle m'a fixé longuement, comme si elle essayait de comprendre si j'étais sincère ou s'il y avait un angle qu'elle ne voyait pas.
Puis elle a hoché la tête une fois et a dit « D'accord, essayons ». Nous avons passé les 40 minutes suivantes à remplacer la courroie, travaillant dans un silence confortable, seulement interrompu par une demande occasionnelle d'outils ou un commentaire sur la météo. Elle connaissait son chemin autour d'un moteur. Elle n'avait pas besoin que je lui explique quoi que ce soit. Elle travaillait méthodiquement et efficacement, comme on le fait quand on a fait ça assez longtemps pour que les mains se souviennent de ce que le cerveau oublie. Quand nous avons enfin mis la nouvelle courroie et l'avons correctement tendue, elle est montée dans la cabine, a tourné la clé, et le moteur a rugi, lisse et régulier. Elle l'a laissé tourner 1 minute, vérifiant les jauges, puis l'a éteint et est redescendue, s'essuyant les mains avec un chiffon. « Je te dois une fière chandelle », a-t-elle dit en tendant la main. « Mara Fitch »« Dalaskel », ai-je dit en lui serrant la main. Sa poignée était ferme, calleuse, la poignée de main de quelqu'un qui avait travaillé dur toute sa vie et n'avait pas peur de le montrer. « Tu ne me dois rien. Transmets juste la faveur la prochaine fois que tu verras quelqu'un dans la panade. » Elle a souri, petit et bref, mais sincère. « D'accord. Tu roules en solo ? » La plupart du temps, ai-je dit. C'est plus facile comme ça. Pas besoin de s'inquiéter du planning de quelqu'un d'autre. Je comprends, a-t-elle dit, s'appuyant contre le camion, les bras croisés. Je roule en solo depuis 8 ans maintenant. Je roulais avec un partenaire avant, mais ça s'est mal terminé. Maintenant, c'est juste moi et la route. Elle a fait une pause, jeté un coup d'œil à l'autoroute, au flux régulier de trafic qui passait. Parfois, ça devient solitaire, mais c'est un travail honnête. Tu sais où tu en es. Nous avons parlé un peu plus longtemps, échangeant des histoires comme le font les routiers, comparant les itinéraires et les horaires et les particularités des différentes aires de repos en chemin. Elle m'a dit qu'elle travaillait généralement sur les routes du Nord, le Montana, le Wyoming et les Dakota, transportant des fournitures et du matériel agricole vers les fermes et les coopératives. Un travail dur, de longues heures, mais régulier. Je lui ai dit que j'avais roulé partout, là où le dispatch m'envoyait, surtout des marchandises réfrigérées et des cargaisons sensibles au temps. Elle a hoché la tête en écoutant, puis elle a posé la question que j'avais espéré éviter. « Tu as déjà roulé sur la route 79 à travers le Missouri ?» J'ai figé juste une seconde, mais assez longtemps pour qu'elle le remarque. « Oui », ai-je dit prudemment. « Je l'ai roulé. »« Pourquoi ?» Elle m'a regardé, les yeux légèrement plissés, comme si elle essayait de lire quelque chose sur mon visage. « J'ai eu un trajet bizarre là-bas le mois dernier. Un orage est arrivé de nulle part. J'ai perdu tous mes appareils électroniques, téléphone, radio, tout. Je me suis retrouvé dans une vieille aire de repos appelée Station Evergreen. Les lumières étaient allumées, le bâtiment semblait ouvert, mais quand je suis entré, c'était vide. Je veux dire, complètement vide. Pas de meubles, pas d'installation, juste des sols en béton et des murs nus. Mais les lumières étaient allumées, aussi brillantes qu'en plein jour. Et j'entendais des voix venir de quelque part, comme une radio jouant dans une autre pièce. Je n'ai pas pu trouver la source. Je n'ai pas pu comprendre d'où venait l'électricité. Ça m'a tellement effrayé que je suis remonté dans mon camion et je suis parti. Je ne me suis plus arrêté avant d'être à 2 états de là. Ma bouche est devenue sèche. Un endroit différent. Le même schéma. Les appareils électroniques qui tombent en panne. Les lumières qui ne devraient pas être allumées. Des voix sans source. J'ai voulu lui parler du repos du voyageur. De ce que Red m'avait dit. Des journaux CB vides et du bâtiment qui avait disparu dans l'obscurité. Mais je ne voulais pas non plus avoir l'air fou. Je ne voulais pas transformer cela en un échange d'histoires de fantômes qui nous rendraient tous les deux paranoïaques à propos de chaque chose étrange que nous voyions sur la route. Alors j'ai juste hoché la tête, gardé ma voix neutre. Oui, ce tronçon peut devenir bizarre. Les orages perturbent les signaux. Parfois, tu perds tout d'un coup. C'est arrivé aussi une fois. La meilleure chose à faire est de continuer à avancer. Ne t'arrête pas à moins que ce soit absolument nécessaire. Elle m'a étudié un moment plus longtemps, puis a hoché lentement la tête. C'est ce que j'ai pensé. Je n'arrive toujours pas à expliquer les lumières, cependant. L'endroit aurait dû être condamné depuis des années. Aucune raison pour qu'il ait du courant. Elle s'est poussée du camion, s'est redressée. Bon, je devrais y aller. J'ai des kilomètres à parcourir et la journée passe. Merci encore pour l'aide, Dal. Peut-être que je te reverrai un jour sur la route. Peut-être,
ai-je dit en lui serrant à nouveau la main. Reste en sécurité. Toi aussi, a-t-elle dit. Et il y avait du poids derrière ces mots, comme si elle savait plus qu'elle ne le disait, comme si elle avait vu assez pour comprendre que en sécurité était un terme relatif ici. Elle est montée dans sa cabine, a démarré le moteur et a quitté l'aire de repos. Son camion s'est fondu dans le trafic et a disparu sur l'autoroute. Je suis resté là un moment à la regarder partir, pensant à la station Evergreen et au repos du voyageur et à tous les autres endroits qui existaient probablement le long de ces routes. Des endroits qui ne devraient pas être ouverts, ne devraient pas avoir de courant, ne devraient pas attendre que des routiers comme nous tombent dessus. Je suis remonté dans mon propre camion, j'ai vérifié mon téléphone par habitude. Signal complet, message du dispatch, tout normal. J'ai ouvert une carte, j'ai cherché la station Evergreen. Rien n'est apparu. J'ai essayé différentes orthographes, différents termes de recherche, mais les résultats étaient toujours les mêmes. Aucune aire de repos, aucune station-service, aucun arrêt portant ce nom n'importe où près de la route 79. J'ai essayé de chercher le repos du voyageur aussi, juste pour voir si peut-être j'avais imaginé tout cela, si l'épuisement et le stress avaient déformé ma mémoire en quelque chose qui n'était jamais arrivé. Mais cette recherche est également restée sans résultat. Aucun enregistrement, aucune critique, aucune mention sur aucun des forums de routiers que j'ai consultés. C'était comme si les deux endroits avaient été effacés, supprimés des cartes et des bases de données, n'existant que dans les mémoires des routiers assez malchanceux pour les trouver. Je suis resté assis là longtemps à fixer l'écran du téléphone, sentant cette peur froide s'installer à nouveau dans mon estomac. Si Mara avait vécu la même chose que moi, si d'autres routiers étaient là-bas en train de rencontrer ces endroits, ces zones noires où la réalité se pliait et où les règles cessaient de s'appliquer, alors ce n'était pas isolé. C'était un schéma. Et les schémas voulaient dire quelque chose. Ils voulaient dire qu'il y avait un système en place, quelque chose de délibéré. Quelque chose qui savait comment trouver les routiers quand ils étaient seuls et vulnérables et coupés de l'aide.